Hommes et femmes en uniforme, infrastructures, équipements, formation, conditions de vie et capacités opérationnelles, la défense et la sécurité occupent une place centrale dans l'action du chef de l'État. Ce jeudi 13 août, plusieurs infrastructures dédiées aux forces de défense et de sécurité ont été inaugurées, de la Marine nationale aux sapeurs-pompiers en passant par les unités opérationnelles et les services concourant à la protection des populations. Au-delà des bâtiments et des équipements, une question se pose. Quelles transformations ces investissements doivent-ils produire sur le terrain? Pour en parler, Gabon Première donne la parole aux professionnels de la défense et de la sécurité. Ils vont se relayer sur ce plateau spécial pour présenter chacun dans son domaine les enjeux de cette modernisation, ses objectifs et surtout son impact attendu sur la sécurité des populations. Une émission spéciale pour comprendre au-delà des inaugurations comment se construit progressivement un outil de défense et de sécurité plus moderne, mieux équipé et davantage au service des citoyens. Alors, pour en parler, nous recevons sur ce plateau, pour le compte de la gendarmerie nationale, le général de brigade Paul-Aimé Moussier. Pour le compte des forces armées gabonaises, le colonel Yannick Nzamba Edowiza, suivi du génie militaire représenté ici ce soir par le commandant Mungengi Kombila, la garde républicaine par le capitaine Tsamba Mwele et enfin la santé militaire par le capitaine Chua. Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur ce plateau spécial. Bonsoir. Comme vous le savez, le chef de l'État a inauguré aujourd'hui plusieurs infrastructures des forces de défense et de sécurité. On commence par vous, mon général. Quel regard portez-vous directement sur les actions engagées par le président de la République en faveur des forces de défense et de sécurité, particulièrement pour la gendarmerie nationale? Merci, monsieur le journaliste, monsieur Vaca. Comme vous l'avez si bien dit, je suis le général de brigade monsieur Paul-Aimé. Je suis le chef d'état-major de la gendarmerie départementale. Dans le propos introductif, je dirais d'abord que, au nom des forces de défense ici, je salue la vision du chef de l'État en matière de défense et de sécurité, aussi en matière de protection des populations. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de réforme et de transformation des forces de défense et de sécurité. Cette transformation s'opère de manière la plus simple possible. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une sécurité fiable et si on n'a pas des forces bien formées, si on n'a pas de forces bien équipées et aussi des forces qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Les actions engagées par le président de la République aujourd'hui en faveur des forces de défense et de sécurité visent un certain nombre de domaines que je peux citer ici pêle-mêle, notamment en ce qui concerne les effectifs, en ce qui concerne les infrastructures, en ce qui concerne les équipements opérationnels, en ce qui concerne les logements, en ce qui concerne la formation et le soutien des personnels. Donc tout cela, aujourd'hui, concourt à ce que nous sommes en train de vivre, ce que le président de la République est en train de faire à travers les inaugurations, à travers les visites terrain qu'il n'a pas cessé de mener au profit des forces de défense et de sécurité. Donc voilà un peu de manière ramassée, en propos introductifs, ce que je peux dire sur l'action du président de la République envers les forces de défense et de sécurité. Mon général, vous avez parlé tout à l'heure des effectifs. Alors pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement renforcer ces effectifs? Est-ce que ça constitue un enjeu majeur pour citer la gendarmerie nationale? Oui. Vous savez, le premier outil de sécurité, c'est l'homme. Donc, le renforcement des effectifs
entraîne davantage les forces de sécurité à se rapprocher de la population. Le concept armée-nation. Exact. Si je reste dans le contexte de la gendarmerie est une force de proximité. Donc, vous la retrouvez dans les villes, vous la retrouvez dans les départements, vous la retrouvez au niveau des zones rurales, au niveau des frontières, au niveau des axes routiers, ainsi de suite. Je peux vous citer l'exemple, c'est que aujourd'hui, nous avons par le passé eu une difficulté, celle de pouvoir couvrir le territoire national. Avant le coup de libération, si je peux m'exprimer ainsi, donc le 2023. Et depuis l'arrivée du chef de l'État, un effort a été porté sur le recrutement massif. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir des effectifs, de gros effectifs, mais aussi il faut les former. Lorsqu'on les forme, il faut les équiper. Ensuite, il faut les déployer et il faut suivre comment ils travaillent sur le terrain pour éviter les déboires. Donc, le gros des effectifs, lorsque tout cela est réuni, ça permet de mieux sécuriser la population comme aujourd'hui. Je dirais aussi que, en dehors de l'action militaire en tant que telle, le chef de l'État, au niveau de Libreville, a rénové certains axes, là où pilulent les grands bandits. Le renforcement de ces effectifs peut permettre de créer les unités de proximité, comme je disais tout à l'heure, qu'à travers le maillage territorial, la gendarmerie est d'abord une force de proximité, donc à côté des populations. Donc le renforcement de ces effectifs peut engendrer les conditions de sécurité au niveau des différents quartiers, soit de Libreville ou de l'intérieur du pays. D'accord. Alors, mon colonel, quelle est aujourd'hui la place de l'armée de terre dans la nouvelle dynamique de modernisation des forces armées gabonaises? Bonsoir, Monsieur Evaka. En ce qui concerne la dynamique de l'armée de terre, puis l'avènement de la transition, la fin de la transition, il s'agit d'établir pour l'armée de terre, sinon pour les forces armées gabonaises qui se composent de 5 entités, que sont l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale, le corps de sapeurs-pompiers et l'aviation légère des armées. Donc, depuis, la dynamique est d'avoir un meilleur maillage sécuritaire au niveau de la superficie du Gabon. Sachant que si on se replonge dans nos cours de géographie, la densité au Gabon est un habitant pour 10 km². Ce qui laisse des espaces où peuvent proliférer des mouvements armés ou certains trafiquants illicites. Pour mieux répondre à ce maillage sécuritaire, c'est toute la dynamique de construction de casernes, d'augmentation des effectifs et d'acquisition de nouveaux matériels pour s'adapter aussi aux évolutions de tout ce qui concerne la défense opérationnelle du territoire. D'accord, vous avez parlé aussi d'effectifs. Est-ce que le renforcement de ces effectifs répond d'abord à un besoin de couverture du territoire ou à une volonté d'accroître les capacités opérationnelles? Je dirais que c'est pour un meilleur maillage sécuritaire. Les capacités opérationnelles sont accrues, mais comme on dit, nous avons un triptyque, une mission, des hommes et des moyens. La mission, nous l'avons depuis les indépendances. Pour la mener à bien et en fonction de l'évolution de l'environnement sécuritaire, il est de bonne loi d'accroître les effectifs. Comme je l'ai précisé, toutes les zones du territoire ne sont pas entièrement sécurisées, ou du moins jusqu'à 2023. Et nous avons multiplié la surveillance aux postes frontières, que ce soit sur les frontières terrestres et la façade maritime. En ce qui concerne la façade maritime, nous aurons très bientôt la construction des ports navals de Coco Beach et de Mayumba. Et les frontières, depuis 2023, mobilisent chaque mois environ 600 hommes et femmes.
Elles s'étendent des frontières nord jusqu'aux frontières sud-ouest. D'accord. Alors, commandant Mungengi Kombila, vous représentez ici le génie militaire. Le génie militaire est souvent moins visible que les unités opérationnelles. Pourtant, son rôle est déterminant. Quelles sont précisément ses missions, si vous pouvez nous faire un rappel? Merci de me donner la parole, M. Evaka. Il faut d'abord savoir que le génie militaire, qui, depuis sa création en 2002, s'est vu changer de statut depuis le 22 juin 2026. À l'époque, le génie militaire était une direction générale. Dorénavant, le génie militaire est un commandement en chef. Ce qui fait que dans ses missions, du moins ses missions régaliennes, il faut savoir que le génie militaire est à deux actions principales. Du moins, est une arme et un service. Côté armes, ses missions sont effectivement opérationnelles, donc l'appui aux forces amies, donc aux forces d'infanterie, constituées par les FAG principalement et les corps en tout cas tous les corps d'infanterie. Donc l'appui à la mobilité des forces amies, l'aide au déploiement, et ainsi que participer à la contre-mobilité des forces ennemies, en ce qui concerne le côté armes du génie. Le génie militaire est aussi un service, ce qui fait que beaucoup de personnes au sein de la population ne voient que le côté service parce que le génie militaire fait dans les constructions, du moins tout ce qui concerne l'infrastructure. Donc le génie militaire dans le côté service a pour mission principale de contrôler les travaux concédés par l'État aux tierces et aux entreprises civiles, de réaliser des travaux concédés par l'État au profit des populations et de l'armée en premier lieu, et aussi de pouvoir soutenir les populations civiles en cas de catastrophe. Donc voici principalement, de manière ramassée, les missions du génie militaire et la constitution même du génie militaire. Alors pourquoi est-il stratégique pour un pays de disposer de compétences techniques militaires capables de concevoir et réaliser certaines infrastructures, le cas du génie militaire? Mais parce qu'il faut dire que l'armée est d'abord la force que possède un État pour pouvoir poser des actions de manière rapide. Si du côté des entreprises civiles ça traîne, le génie militaire peut directement réagir. On a eu lors de leur, je prends un exemple, je crois que c'était en 2023 ou 2022, où il y avait la route de la voie principale qui était coupée. Il a fallu que le génie militaire puisse réagir en moins d'une semaine. Ça s'est fait très rapidement. Ce qui fait que l'armée, du moins le gouvernement, l'État, par l'arme du génie, a la possibilité d'agir automatiquement et dans les plus brefs délais. Avant que les unités, sinon avant que les entreprises civiles, pour le cas de côté infrastructurel, avant que les entreprises civiles ne puissent passer à l'action et faire un travail beaucoup plus accompli. D'accord. Capitaine Tsamba Mwele, alors la garde républicaine, on le sait, occupe une place particulière dans l'architecture de la défense et de la sécurité. Peut-être aussi nous rappeler ses missions principales. Alors, la garde républicaine, déjà, il faut dire que c'était une force de deuxième catégorie, créée en 1964, dont la mission fondamentale est d'assurer en toutes circonstances la sécurité du président de la République et sa famille, ainsi que des personnalités VIP et des personnalités VIP étrangères en visite au Gabon. Et sur réquisition du chef de l'État, la garde républicaine, comme son nom l'indique, dans son contexte républicain, a pour mission de pouvoir apporter de l'assistance aux populations en cas de sinistre ou encore d'assurer du maintien de l'ordre. Pour revenir sur la question que vous posez sur le renforcement des capacités, il faut déjà dire que elle prend son fondement dans le coup de la libération du 30 août 2023, où parmi les 7 piliers au cours desquels s'articulait la transition, il y avait l'amélioration du système de défense. Et l'amélioration du système de défense se poursuit dans le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut une armée forte et qui est un pilier essentiel pour le développement durable de notre pays. Et une armée forte, une armée qui est réellement tournée vers la sauvegarde du développement durable de notre pays, est une armée qui est renforcée d'un personnel massif, formé et bien articulé selon la différence des missions que composent les différentes forces de défense et de sécurité. Pour le cas de la garde républicaine, il y a un effort de projection et d'évolution sur l'ensemble du territoire national. Il va donc sans dire que l'augmentation des effectifs est opportun afin de permettre à la garde républicaine d'assurer l'ensemble de ses missions tant spécifiques
que générale au sein de l'État gabonais. D'accord. Et on sait également que la protection des institutions, vous l'avez mentionné tout à l'heure, exige une très grande capacité d'anticipation. Quelle place le renseignement et la prévention occupent-elles ou encore occupent-ils dans votre dispositif? Alors, c'est tout l'intérêt du renforcement des mécanismes de protection et de défense. Ce renforcement se joint à la nécessité de pouvoir arrimer les systèmes et les habitudes de défense aux enjeux sécuritaires contemporains. Et donc, ici est de dire que dans la mise en œuvre des protocoles de défense que la garde républicaine emploie de manière régulière, se joint d'abord, après justement le recrutement des jeunes Gabonais, au fait qu'ils soient entraînés, instruits, formés dans ces méthodes-là, lesquelles permettraient de pouvoir être arrimés à un contexte moderne, jumelé à un équipement de dernière génération, comme on peut le voir, par exemple, lors des célébrations des fêtes nationales, comme celle qui arrive dans quelques jours. Et avant, bien sûr, chers téléspectateurs, de lancer ces quelques éléments sur l'inauguration du jour, Capitaine Choix, vous qui représentez la santé militaire, on parle beaucoup de modernisation militaire, mais qu'en est-il de la santé des hommes et des femmes en uniforme? Merci, M. Evaka, de me passer la parole afin de répondre à votre question. Concernant le service de santé militaire, permettez-moi de rappeler quand même sa mission principale, qui est celle relative à l'offre de soins au personnel de forces de défense et leurs familles. Mais on peut le constater que le service de santé militaire ne s'arrête pas qu'à sa mission principale. Il existe également une mission existentielle, celle d'être l'acteur majeur du système de santé publique. Nous avons pu le voir il y a quelques années pour l'épidémie Ebola, ou encore il y a 5 ans ou 6 ans pour la riposte face à la pandémie du Covid. Oui. Pour répondre à votre question, Monsieur Evaka, le service de santé militaire s'inscrit également dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en matière de modernité. Nous pouvons, comme les autres composants des forces de défense, parler du recrutement massif. Il est important de rappeler que la vision du chef de l'État est celle d'avoir une présence effective du service de santé militaire sur l'ensemble du territoire. Raison pour laquelle ce recrutement a été instauré et mis en place pour justement armer les différentes structures médicales qui vont sortir de terre ou encore qui sont déjà en construction et qui seront innovées ou encore présentées dans les très prochains jours. Et c'est ce qui justifie un peu la place donc, de la santé militaire comme élément stratégique de la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité. Effectivement, la capacité du service santé militaire est connue de tous. J'ai déjà dans mon avant-propos présenté quelques éléments et celle-ci continue dans la proximité. Il est important de rappeler que nos différentes structures sanitaires sont très visitées par les populations gabonaises. Celles-ci viennent marquer la confiance, l'attachement du personnel du service santé militaire aux populations gabonaises qui vient bien évidemment mettre en valeur le concept tant prôné par son Excellence le chef de l'État, Armée-Nation. D'accord. On va rapidement suivre donc cet élément qui a eu lieu aujourd'hui. Vous savez, le chef de l'État a inauguré plusieurs bâtiments, donc plusieurs états-majors, avec la complicité de la régie. On regarde cet élément. Le spectacle d'une architecture moderne sous vos yeux. Le premier régiment parachutiste gabonais est opérationnel. L'inauguration de ce bâtiment en atteste. L'édifice s'étend sur une superficie de 1059 mètres carrés et constitue la naissance d'un symbole, celui d'un régiment qui commémore l'un de ses héros, le commandant Guy Norbert Aïssa. Les derniers travaux de réfection des bâtiments de cette composante de l'armée gabonaise datent de 1980. 46 ans plus tard, Brice Clotaire Oligui Nguema inaugure une construction qui redessine l'horizon. Passage ici, j'essaie de faire en plus une salle informatique, de faire une salle de haute antenne, afin de protéger les capacités de formation des forces françaises. Paré de rouge, comme les bérets portés par ces soldats, ce nouveau géant de verre et d'acier prend vie et comporte en son sein 10 bureaux, un amphithéâtre, une salle tactique, salle de réunion, bibliothèque et 4 blocs sanitaires. Au-delà des murs et du béton, c'est un symbole que nous élevons. Symbole qui témoigne de votre vision avant-gardiste et éclairée
celle d'un bâtisseur, qui nous rappelle que l'amélioration du cadre de vie et de travail de vos concitoyens reste l'une de vos priorités majeures. La structure insuffle une dynamique d'aménagement urbain et de services. Le camp Aïssa et son nouveau cadre sont l'image d'une armée qui évolue avec l'air du temps. On a vu le chef de l'État donc inaugurer ce bâtiment au camp Aïssa. On va commencer par vous, mon général. Alors plusieurs casernes, on a vu, fait l'objet de réhabilitation et de construction. Pourquoi l'environnement de travail et de vie du gendarme, par exemple, que vous êtes, est-il déterminant dans l'efficacité opérationnelle? Alors, je dirais que la caserne n'est pas seulement le bâtiment. La caserne, c'est à la fois un cadre de vie, un lieu de vie, c'est un lieu de commandement, c'est un lieu de formation et c'est un poste avancé de l'État. Si on revient sur la structure de base même de la gendarmerie, donc la brigade, si vous décidez aujourd'hui d'aller construire une brigade dans un lieu dépourvu, qui n'a pas de brigade, vous rapprochez l'état des populations. Et c'est ce qui se fait au niveau de la gendarmerie, comme les actions dans lesquelles le président de la République n'a pas cessé de poser depuis son avènement. Nous avons la construction d'un certain nombre d'unités, notamment la brigade de Kabbalah, qui est en cours d'achèvement. Nous avons la brigade de Malinga, qui est également, les travaux ont commencé, donc elle est en cours. Donc il y a plusieurs unités comme ça qui sont en train d'être construites sur l'ensemble du territoire. Comme je vous disais en propos liminaire, que c'est à travers le maillage que la gendarmerie peut mieux sécuriser sa population. Donc, oui. Allez-y, mon général. Donc, au niveau de la construction des casernes, la gendarmerie répond, comme les autres corps, aujourd'hui, aux besoins dans certaines localités pour mieux couvrir. Je viens un peu au niveau de la frontière. La frontière terrestre du Gabon, elle est de 2250 et quelques. Rien qu'avec le Congo, elle est de 1902 km. Et nous avons des brigades qui sont construites. Mais c'est des anciennes brigades qu'il faut moderniser. Parce que nous avons de points de contrôle, donc de points de traversée avec les pays limitrophes. Donc nous avons par exemple la brigade du côté d'Assok-Médecin qui est en cours, donc il faut moderniser. Donc un peu comme ça sur l'ensemble du territoire. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça permet de rapprocher l'état de la population et cela renforce aussi la sécurité en ces lieux. Peut-on voir également un enjeu de morale et de motivation des troupes? Exact. Pour que les éléments puissent mieux sécuriser, il faut des conditions quand même optimales pour leur permettre de travailler. Donc la brigade fait partie, plutôt le casernement fait partie de ces éléments moteurs qui permettent à nos gendarmes de mieux travailler, de mieux sécuriser, de mieux occuper l'espace territorial dans lequel ils évoluent. D'accord. Alors, colonel Nzamba et Dowiza, on a vu ce magnifique bâtiment, donc flambant neuf, au camp Aïssa. Alors, qu'est-ce que ça va réellement changer concrètement au niveau donc, de la modernisation donc, de cette infrastructure militaire? Est-ce que là, ce sont des conditions de travail améliorées et plus d'engagement au niveau des troupes aussi? Effectivement, l'amélioration, sinon l'inauguration de ces nouvelles infrastructures vont garantir certainement des meilleures conditions de travail. Et comme nous sommes en train d'acquérir des équipements spécialisés, spécifiques, ces nouveaux bâtiments nous permettront de mettre en œuvre certains équipements. Il convient quand même de rappeler que cette caserne a suivi l'évolution de l'unité. Parce que lorsqu'elle est implantée au niveau du camp Tahiti, comme il était appelé, nous sommes en 1971 et on parle de la compagnie parachutiste. Il faut attendre 1992 pour qu'on parle du régiment. Or, entre une compagnie et un régiment, les effectifs ne sont pas les mêmes. Suite
aussi au recrutement massif que nous avons eu au cours de ces dernières années, pour mettre en œuvre certains services, il a été nécessaire de construire de nouveaux bâtiments, des bâtiments qui répondent aux qualités infrastructurelles du moment et qui permettent, entre autres, de pouvoir mettre des réseaux de fibres optiques pour pouvoir être dans l'air du temps. Pour la petite histoire, la majorité des casernes du Gabon datent des années 64. S'il s'agit du cas du sapeur-pompier, cette caserne existe depuis 1966. Il était de bon aloi pour être dans l'air du temps et poursuivre l'évolution des moyens et des conditions de travail de personnel, que ces casernes soient réfectionnées. Alors justement, quelles capacités nouvelles et ces investissements initiés par le président de la République, que permettent-ils de développer? Les capacités nouvelles, nous permettrait, dans le cas du 1er régiment parachutiste, de mettre en œuvre un état-major opérationnel. C'est-à-dire le 1er régiment parachutiste, qui est une unité de réserve, qui agit en cas d'urgence, pourrait mieux gérer une compagnie qu'elle aurait héliportée ou aéroportée en n'importe quel coin du territoire. Vous avez vu la salle multimédia dédiée. À partir de cette salle, on pourrait avoir numérisé l'espace gabonais et savoir ce que fait en temps réel une compagnie parachutiste projetée, par exemple, au niveau de Tchibanga. Bon, commandant, alors comment la modernisation des équipements du génie militaire améliore-t-elle sa capacité d'intervention? Il faut dire que déjà, le génie militaire qui a cet aspect d'avoir un côté service que utilise le gouvernement, du moins le chef de l'État, afin de pouvoir réaliser des projets gouvernementaux structurants, que sont les constructions effectivement de ces infrastructures-là mises à contribution aux forces de défense pour améliorer leurs conditions de travail. Le génie militaire aussi rentre dans cette droite ligne-là pour faire en sorte que tout son personnel ait un meilleur cadre de travail, premièrement. Et avec cette amélioration de cadre de travail, avec les équipements aussi nouveaux que l'on reçoit régulièrement, on a la possibilité non seulement de travailler beaucoup plus vite, mais aussi de manière efficace. Ce qui, d'ailleurs, en répondant à votre question, fait en sorte qu'avec tous les recrutements que nous avons eus, l'augmentation des capacités opérationnelles du génie militaire ne peut qu'être efficient, quoi. Et là, vous allez justement départager ces effectifs-là dans tout le pays. Effectivement, justement, dans mes propos introductifs, je parlais du changement de statut du génie militaire qui est passé de direction générale à commandement-chef depuis le 22 juin 2026, ce qui a aussi pour effet d'accélérer l'ouverture des différentes directions régionales. Dorénavant, vous aurez le génie militaire pas seulement à Libreville et à Franceville, mais aussi avec les nouvelles directions régionales que l'on va ouvrir au niveau du nord et au nord-est, donc en l'occurrence dans le Wollentem et le Goué-Ivindo, avec pour base au niveau du Wollentem, aussi dans le Goué maritime et le moyen Goué avec pour base à Port-Gentil, et la future direction régionale qui sera basée dans la Nyanga, qui couvrira l'Angounié et la Nyanga. Donc avec ces augmentations du potentiel du personnel avec les différents recrutements que nous avons effectués, parce que comme dans les autres corps, le génie militaire aussi a connu un grand renforcement de ses effectifs, ça permettra effectivement de couvrir tout le territoire national et voir réellement l'action du génie à travers la nation. Capitaine Tsamba Mouélé, quel niveau d'exigence impose aujourd'hui la professionnalisation de la garde républicaine selon vous? Alors merci. Il faut déjà partir d'un principe. La garde républicaine, depuis le 24 juillet 1964, s'inscrit dans l'élite. En évoluant avec son temps, la garde républicaine n'a jamais cessé de chercher toujours plus haut. Avec l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, la barre est encore beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, le niveau d'exigence doit pouvoir s'arrimer aux commodités que met le chef de l'État avec la construction des casernes, notamment des casernes qui sont renforcées, des salles de classe, des salles d'instruction, des dortoirs, des magasins, et que pour parler à proprement dit d'un niveau d'exigence à la garde républicaine, il faut simplement dire que
les mécanismes sont mis pour maintenir la garde républicaine au sommet de l'élite du dispositif de sécurité de notre pays. J'en veux pour preuve, par exemple, l'inauguration du camp du groupement moyen d'intervention qui, dans son histoire, a été créé en 1975 en vue de la tenue du sommet de l'Union africaine, de l'unité africaine en 1977. Aujourd'hui, ce groupement qui est doté d'installations flambant neuves et beaucoup plus performantes, mais devant la face de ses responsabilités, la garde républicaine, à travers cette composante, a un niveau d'exigence beaucoup plus performant en maintenant les mécanismes de formation, en renforçant les mécanismes d'instruction et en faisant en sorte que le personnel qui est recruté de façon progressive sur un esprit qualitatif soit toujours engagé avec pour leitmotiv la dignité et la performance au service de l'État. Sinon, comment se construit la coordination avec les autres forces ici présentes, par exemple, lorsque survient une situation nécessitant une réponse conjointe? Alors, il faut s'inscrire encore dans la vision du chef de l'État. Le chef de l'État met en pôle position la mutualisation des forces. Cette mutualisation des forces, elle prend tout son sens dans la répartition des responsabilités de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Il faut donc concevoir qu'il y a des fuseaux et que donc nous avons la gestion sécuritaire d'un pays qui ne peut pas être assurée que par une seule force. Cette coordination, elle est menée par un ensemble d'officiers qui travaillent de manière concertée afin que le pays soit dans une sécurité garantie pour permettre qu'il y ait un bon vivre ensemble et pour faciliter le développement, gage de l'atteinte de notre essor vers la félicité. On parle là de modernisation, capitaine Chua. Comment justement, ou encore quel rôle joue la formation des personnels de santé justement dans cette modernisation? Question. Dans le cadre de la modernisation, j'y arrive, la formation revêt un caractère essentiel. Pour revenir sur des propos énoncés dans notre premier entretien, je parlais justement de la présence effective du service de santé militaire sur l'ensemble du territoire. Pour matérialiser mon propos, je vais signifier la livraison dans les prochains mois de l'hôpital militaire de Franceville. Et pour armer cet hôpital militaire, il faut des personnels bien formés. C'est dans ce cadre que, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, il est important pour nous, service de santé militaire, de veiller à la formation effective de nos éléments, que ce soit sur le plan national, en partenariat avec l'US, l'Université des sciences et techniques de la santé, ou encore sur le volet continental, en partenariat avec le Sénégal, avec le Togo, ou encore avec le Maroc, avec qui on a une convention signée depuis les années 1970. Toujours dans ce cas de figure relative à la formation, il est important aussi de signifier la réhabilitation d'un bâtiment abritant l'ancien delta postal au niveau de la commune d'Akanda, qui à terme va être un hôpital d'instruction des armées nommé Brice Clotaire Oligui Nguema, avec pour pôle d'excellence la prise en charge des patients atteints des maladies cardiovasculaires. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, il est important déjà de créer un îlot de spécialistes dans ce sens pour pouvoir armer cette structure médicale dans le sens où ceci permettra bien évidemment de limiter les évasans. Quand je parle d'évasion, je parle d'évacuation sanitaire à l'étranger dans ce cas de figure et va bien évidemment revoir, préserver, allais-je dire, les caisses de la CNAMGS. Et ça donne vraiment envie de peut-être changer de corps de métier ou encore d'inciter la jeunesse à intégrer les forces de défense et de sécurité. Sinon, on poursuit. Quelles sont, selon vous, les principales contraintes auxquelles fait face aujourd'hui la médecine militaire? Des contraintes... Est-ce qu'il y a des contraintes? Des contraintes, non. Dans la mesure où, lorsque le besoin se fait ressentir, le commandement le prend en compte et le présente à qui de droit. Et bien évidemment, les dispositions relatives sont prises. On parlait
bien évidemment en avant-propos du recrutement, c'était le point essentiel qui impactait négativement justement nos différentes missions, dans la mesure où le service de santé militaire est très souvent sollicité pour répondre à des besoins d'ordre médical. Donc il fallait bien évidemment renforcer ses capacités en matière de ressources humaines pour justement justifier son action. C'est une information particulière qui a été bien prise en compte par son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour nous permettre de répondre favorablement aux exigences des populations gabonaises à travers la compétitivité et bien évidemment la productivité en la matière. Alors messieurs, pour cette première partie, on va regarder un autre élément, cette fois du côté donc du B2 où le chef de l'État a aussi inauguré un bâtiment. On regarde. Nous venons te présenter cet ouvrage, joyau architectural que ta main et ton conseil avaient préparé d'avance. Nous te prions, Seigneur, d'y déverser tes bénédictions abondantes et tes bonnes grâces. Grand Dieu de Saint-Maurice, nous ne saurons interrompre nos dévotions sans te présenter notre chef bâtisseur, ton serviteur, Monsieur le Président de la République. Accorde-lui, nous te prions, encore plus de grâce pour guider notre pays vers un avenir de sécurité, de paix et de prospérité. Bénédiction du bâtiment, coupure symbolique du ruban, ces gestes marquent officiellement l'entrée en service de ce nouveau siège de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire. Le projet, on a commencé le juin de 2024. On a commencé d'abord les routes, toutes les routes bétonnières, on a fait là-bas, derrière le B2, avec les parkings. Et après ça, on a commencé le bâtiment ici. Ce joyau architectural se distingue par des infrastructures modernes pensées pour répondre aux exigences opérationnelles des missions de renseignement et de sécurité militaire. Le bâtiment, c'est R+2. À rez-de-chaussée, il y a les bureaux, il y a les cellules, il y a les bureaux, infirmerie, tout ça, avec l'ascenseur. Le premier étage, il y a encore les bureaux, avec les salles d'attendre. Dans chaque étage total, il y a 35 bureaux. Au-delà de l'infrastructure, l'inauguration de cet édifice consacre un nouvel outil au service du renseignement et de la sécurité militaire. Une structure appelée à renforcer les capacités de l'État, à anticiper les menaces, à protéger les intérêts stratégiques de la nation et à assurer la sécurité des populations. De retour sur le plateau, alors mon général, on vient de suivre un élément assez important. Comment appréciez-vous cette démarche ? Ça rentre toujours dans le cadre de la modernisation des équipements que le chef de l'État n'a pas cessé d'aller vers les différentes forces. Cette démarche nous vient à l'esprit que le social également du militaire doit pouvoir être évoqué. Le militaire qui travaille 24 heures sur 24 à sa famille, quelque part. Et puis, demain, il faudrait qu'il arrête pour penser à la retraite. Donc, c'est ce qui a fait en sorte que, en dehors des casernes, en dehors des effectifs, le chef de l'État également a mis l'accent sur la construction des logements. En ce qui concerne la gendarmerie, il y a 2 sites sur lesquels le chef de l'État a conçu des logements et a mis à la disposition de la gendarmerie. Notamment le site de Bikele, où nous avons 380 logements qui sont en construction, et le deuxième site qui est du côté des Sassa, qui est en cours. Et nous avons quand même déjà un certain nombre de logements, un pourcentage de près de 60% de logements qui sont déjà attribués au personnel. Donc cela renforce aussi la capacité de nos agents à pouvoir travailler sainement et à penser demain au social du gendarme, comme un peu cela se fait dans les autres formations. Alors au-delà de ces investissements, mon général, comment mesurer concrètement leur impact sur la sécurité quotidienne des Gabonais ? L'impact aujourd'hui, ça se fait ressentir parce que ça donne aux militaires cette capacité de pouvoir intervenir
sans pour autant bloquer le processus en tant que tel. Donc, si nous avons aujourd'hui les difficultés que nous avons par le passé hier, avec tous les équipements qui ont été livrés, notamment les casernements, les moyens roulants, les effectifs, normalement, les militaires, autant que nous sommes, de manière générale, ou les gendarmes, à travers la proximité, on arrive déjà à cerner et à rendre ce que la population a besoin, notamment sécuriser au mieux les quartiers ou les différentes villes. Mais également au niveau des frontières, comme je vous disais tout à l'heure que la gendarmerie fait le maillage territorial, donc à travers ces unités de base, donc les brigades, elle arrive quand même à juguler le flux migratoire au niveau de ces frontières. Alors, mon colonel, comment concilier modernisation de l'outil militaire et maintien d'une armée proche des populations? Ce ne sont pas des concepts opposés. La modernisation de l'armée repose essentiellement sur la formation et l'adaptation de nouvelles techniques et l'acquisition de matériel spécifique, tandis que le concept armée-nation, c'est de garantir, d'avoir une posture dissuasive qui rassure la population que les défenses, que les frontières du pays restent intangibles et ne seront pas pénétrées. En ce qui concerne, comme vous le savez, le militaire vit dans la caserne. Au-delà de la caserne, c'est un citoyen lorsqu'il n'est pas pris par les mesures de service, et certains points de la formation, notamment les cours d'éthique, insistent sur ce principe. Et à terme, quels sont les principaux résultats opérationnels que l'on doit attendre de ces investissements initiés par le président de la République? Je ne saurais dire à terme, mais je vais vous prendre le cas du nombre d'interventions qu'a effectué le corps de sapeurs-pompiers. En 2023, avant le coup de la libération, elle s'élevait à 1500. D'accord. Depuis, pour le premier semestre 2026, le corps de sapeurs-pompiers a déjà réalisé 1600 interventions. Cela est dû au fait de l'acquisition de nouveaux matériels, de la construction de nouvelles casernes qui ont permis d'être plus efficaces et de répondre plus rapidement en cas de sinistre. Alors, mon commandant, derrière chaque caserne ou infrastructure militaire inaugurée, il y a aussi un enjeu de compétences, de maintenance et de durabilité. Est-ce là l'un des grands défis du génie militaire aujourd'hui? Effectivement, comme je disais au départ, une des missions du génie, donc une des missions régaliennes du génie militaire, c'est de contrôler les travaux concédés par l'État aux tiers, sinon aux entreprises civiles. Donc la plupart des constructions que nous voyons aujourd'hui livrées au chef de l'État par ces entreprises-là ont été contrôlées, ont été dûment contrôlées par le génie militaire. Et donc vous pouvez vous rassurer que, de moins dans la majeure partie des cas, si je ne m'abuse, ces constructions qui sont livrées aujourd'hui ont bel et bien rempli les critères qui permettraient de dire qu'effectivement, il y a du bon travail qui a été fait. Parce qu'effectivement, ça a été contrôlé par le génie militaire. D'accord, vous avez contrôlé tous les travaux? Bon, en fait, ce sont les missions du génie. Et en principe, ça a été fait. D'accord. Moi, je peux vous rassurer que ça a été fait parce que nous faisons aussi partie du processus de construction de la majorité des infrastructures qui sont actuellement en construction et aussi pour beaucoup livrées. Alors, mon capitaine, quel est, selon vous, le principal bénéfice attendu des investissements engagés par le chef de l'État? Alors, le principal bénéfice n'est ni plus ni moins que l'amélioration du système de défense. J'aimerais que l'on regarde l'action du chef de l'État au profit des forces de défense de manière globale. Le chef de l'État a engagé son action par des recrutements massifs. Nous avons eu les recrutements nationaux sur l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Nous avons eu le renforcement des casernes, des infrastructures qui permettent aux militaires de pouvoir travailler dans des meilleures conditions et donc qui apparaît comme une incitation crédible à la performance des différents personnels des forces de défense et de sécurité. Il y a aussi le soutien social, parce qu'en vérité,
lorsque le chef de l'État met en place une politique location-vente, il faut d'abord rappeler au départ que l'une des conditions de la préservation de la dignité humaine, c'est le fait d'avoir un toit. Et le fait d'avoir un toit et d'avoir en soi la perspective d'en être propriétaire à la fin de sa carrière est un motif supplémentaire qui bonifie le rendement du militaire sur le terrain. En plus, il y a la construction des établissements d'enseignement général. Ces établissements-là permettent de pouvoir maintenir dans un principe, dans une philosophie de patriotisme, les jeunes Gabonais qui sont appelés à servir le Gabon de demain. Et donc, c'est la mixture de toutes ces œuvres du chef de l'État qui, en vérité, apporte une véritable perspective d'une amélioration du système de défense de notre pays, mais surtout, lorsqu'on se fonde sur la devise de notre pays, l'union, donc le recrutement massif qui se fond dans cette union, le travail pour pouvoir produire régulièrement et efficacement avec un rendement efficient, mais la justice pour la juste répartition des richesses, mais surtout pour la juste préservation d'un Gabon qui se développe durablement. Et donc, c'est autour de cela que nous inspire l'action du chef de l'État au profit des forces de défense et de sécurité, garant de la protection d'un État prospère qui se bâtit et qui est tourné véritablement vers son avenir à l'ère de la Ve République. Capitaine Choa, alors peut-on demander à un militaire d'être pleinement opérationnel si l'État ne garantit pas en retour une prise en charge sanitaire à la hauteur de ses missions? La prise en charge sanitaire à la hauteur de ses missions, je vais répéter le mot, est une mission. Parce qu'elle fait partie des missions, ou encore c'est la mission principale du service de santé militaire. Et comme disaient mes prédécesseurs, le renforcement de nos capacités a permis de matérialiser justement cette mise en place évoquée par vous. Donc il est important ici de rappeler que les éléments du service de santé militaire, sur instruction, sur les très hautes instructions du chef de l'État, sont prêts justement à répondre favorablement à la demande, bien évidemment, parce que le chef de l'État a mis à nos dispositions les outils nécessaires, j'y arrive, de répondre considérablement à cette demande, à travers la mise en place des ambulances médicalisées avec un matériel moderne dernière génération, avec certaines réhabilitations au niveau des structures sanitaires existantes. Je parle bien évidemment du PK9 et avec Akanda. Et en parlant d'Akanda, on pourrait faire allusion à moyen ou encore à long terme sur son extension, justement parce que le chef de l'État apporte un accent particulier sur le bien-être des populations, parce qu'il sait que le service de santé militaire n'est plus seulement un appui, mais est désormais un acteur majeur du système de santé publique. Alors oui, capitaine Samba Mwele. Alors, j'aimerais que l'on puisse avoir un regard sur l'élément qui est passé tout à l'heure et qui me permet de rappeler ceci. La précision d'un commandement dépend d'abord de l'exactitude du renseignement. C'est aussi en cela que le chef de l'État a mis à disposition de l'armée gabonaise un outil performant, moderne, pour permettre aux services de renseignement de pouvoir agir, de pouvoir prévenir et de pouvoir mieux informer les différents canaux de commandement afin que nous soyons toujours dans une sécurité, non pas à réaction, mais une sécurité d'action. Parce qu'en vérité, nous le voyons en secourisme, pour protéger, il faut se protéger soi-même. Mais pour que nous, forces de défense et de sécurité, sous la houlette de notre chef suprême, nous soyons en mesure de pouvoir assurer une véritable sécurité de notre nation, il faut être capable d'avoir un renseignement fiable, un renseignement précis, un renseignement bien assaini. C'est en cela que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a inauguré aujourd'hui le bâtiment de la Direction générale de la contre-ingérence et de la sécurité militaire. Et c'est un message qui est envoyé au peuple gabonais que, plus que par le passé, nous saurons comment vous apporter des réponses tangibles à toutes les menaces sécuritaires, puisque en sus, nous formons nos troupes, nous les renforçons avec des mécanismes modernisés.
Merci beaucoup, messieurs. On va peut-être terminer avec vous, mon général. Une dernière question pour refermer donc cette première partie de ce plateau spécial. Infrastructure, effectifs, équipements, formation, logement, santé, éducation des familles. Si nous nous retrouvons dans 5 ans, par exemple, quels résultats concrets devra être visible pour que les Gabonais puissent dire que cette politique de modernisation des forces de défense et de sécurité a réellement produit ses effets? En effet, nous sommes en phase de construction de nos forces de défense et de sécurité. Et le chef de l'État a donné une impulsion forte à cette transformation. Donc il appartient désormais aux forces de défense et de sécurité de transformer cette impulsion en capacité opérationnelle, en résultat et en résilience, afin de redonner confiance et de réadapter les forces de défense et de sécurité, les réconcilier entre de sceller la réconciliation entre les forces de défense et de sécurité et les populations qu'ils sont chargés d'éduquer au quotidien. Merci messieurs pour cette première partie de ce plateau spécial. Je rappelle que nous étions avec le général de brigade Paul-Aimé Mouessi, suivi du colonel Nzamba Edowiza. Nous avons également eu sur ce plateau le commandant Mungengi Kombila, suivi du capitaine Tsamba Mwele, et la santé militaire a été représentée ce soir par le capitaine Choua. Merci d'avoir accepté une fois de plus cette invitation et on se quitte avec cette inauguration de l'état-major donc du service des sapeurs-pompiers qui a eu lieu aussi ce matin, suivi d'une transition, et pour faire entrer d'autres invités, d'autres militaires qui viendront également parler de ces différentes inaugurations. À tout de suite. Inauguré ce 13 août 2026, l'état-major du corps des sapeurs-pompiers connaît une transformation particulière depuis l'avènement du 30 août 2023. Sous l'impulsion du président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, l'infrastructure entièrement rénovée répond désormais aux standards internationaux du métier. Devant cette auguste assemblée se dresse un joyau architectural. L'état-major du corps des sapeurs-pompiers, constitué d'un rez-de-chaussée et 3 étages, de 52 pièces à usage de bureau, d'une salle des opérations, d'une salle de réunion, d'une esplanade pour un total de 2034 mètres carrés. Il constitue désormais l'organe de conception, de planification et de commandement du corps des sapeurs-pompiers. Baptisé général de brigade Madinga Marius, le nouveau visage de l'état-major de ce corps illustre la montée en puissance des forces armées gabonaises. À travers cet état-major, comme à travers les casernes et les moyens dont vous avez progressivement doté le corps, vous nous donnez les instruments nécessaires à l'accomplissement de notre mission. Par cet acte, vous prolongez une vision tracée il y a plus d'un demi-siècle. Au nom de l'ensemble des personnels du corps des sapeurs-pompiers, j'ai l'insigne honneur de vous exprimer notre profonde gratitude et notre sincère déférence pour cet outil de valeur que vous mettez à notre disposition. Construit en matériaux durables, le corps des sapeurs-pompiers peut enfin exprimer sa fierté d'avoir ce joyau architectural inauguré par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Action de sensibilisation. Festivités du 17 août, édition 2026.